qu'en fait, on puisse avoir le tramway toute la nuit pour aller pouvoir faire du sport dans les salles de sport, vous voyez, pour qu'on vive toute la nuit. Et puis en même temps, ils ont créé des bureaux, si vous en avez marre du voisin qui fait le bazar la nuit, vous voyez. Donc, on peut avoir un égarement dans le temps. Il y a des gens qui ne savent pas si c'est le jour, la nuit, l'automne, l'hiver, on peut être égaré comme ça dans le temps. L'égarement dans le temps aussi, ça vient avec le numérique. Vous savez, avant, vieillir avait du sens. C'était un peu épargné. Mais dans ma région, les gens finalement, dans la région nantaise, toutes les communes se ressemblent puisque ce ne sont que des lotissements. Et en plus, aujourd'hui, ils sont en train de raser les pâtés de maisons du centre pour faire des petits collectifs. C'est-à-dire qu'après avoir homogénéisé les périphéries, maintenant ils sont en train d'homogénéiser les centres. Alors, comment voulez-vous que les gens sachent s'ils sont à Saint-Julien de Machin ou à la chapelle de Truc? Alors en plus, des fois, maintenant, les communes, elles finissent un peu par se toucher. Alors les gens, ils savent pas où ils sont. Moi, je dirais permettre, pour éviter la monotonie, permettez aussi, alors ça, je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, moi j'ai été adjoint à l'urbanisme, c'est épouvantable. Hein, les élus, ils disent, on fait comment on appelle ça, un règlement du PLU hyper tatillon, parce que c'est pour préserver le style de la commune. Alors je me dis, c'est drôlement réussi parce que toutes les communes se ressemblent. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois que vous appliquez toutes les règles du règlement du PLU, la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est le pavillon le plus banal possible. Parce qu'il faut que ce soit à 3 mètres de ci, 4 mètres de là, la pente, le machin. Votre cabanon de jardin, nous, dans notre région, on a même le droit de le mettre où on veut. Alors, il y a quelques personnes qui sortent des retours que j'ai, pas mal qui se sentent en résonance par rapport à ce que tu dis. Notamment, j'ai l'impression, à travers ce qui ressort, il y a des craintes par rapport à l'idée d'une dystopie qui est en train de se mettre en place là. Et en même temps, il y a des personnes qui soulignent aussi le fait qu'il y a aussi le futur qui est déjà là en germe, notamment une citation de la sécurité sociale, chacun donne en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Donc voilà, il y avait des personnes qui restaient sur ces choses-là. Il y a des questions aussi, notamment comment peut-on imaginer une sortie de la ville, quels sont les risques, quels espaces futurs dans une société consciente? Que la modernité, la ville est le produit, c'est-à-dire la modernité produit de la ville. D'accord? De la même façon que les sociétés paysannes ont produit la campagne, la modernité, elle a produit de la ville. Et on peut dire que même l'hypermodernité, depuis le numérique, etc., l'hypermodernité, vous le savez, elle produit de la métropole, elle produit de la grande ville. C'est-à-dire que dans la modernité classique, toutes les villes se sont accrues. Mais dans la modernité tardive, là, du capitalisme tardif, ce ne sont que les métropoles. Les villes moyennes et les petites villes sont en crise, ont connu la désindustrialisation. D'accord ? Donc ça veut dire que l'hypermodernité génère, par son processus de concentration capitalistique, on va dire, de la métropole. Ça veut dire que si on sort de la modernité, eh bien on va sortir de cette ère urbaine. Alors, c'est un peu comme l'histoire de la campagne, hein. C'est pas parce qu'on est passé de la société paysanne à la société moderne que les campagnes ont disparu, mais elles se sont plus marginalisées, etc. Donc là, on peut supposer qu'effectivement, on va sur une phase de désurbanisation, en tout cas de desserrement urbain. Alors, tout ça dans un contexte particulier, parce que aussi on est dans un contexte de déficit du bilan naturel. Hein, on a plus, depuis peu en France, on a plus de décès que de naissances. Donc on est sur des dynamiques migratoires. Les dynamiques migratoires, dans les années 60, on naissait à la campagne et on migrait vers les villes. Aujourd'hui, si on regarde les bilans migratoires, aujourd'hui, on va naître plutôt dans les périphéries urbaines. C'est là où il y a des couples avec des enfants. Mais les migrations sont orientées vers le sud et vers l'ouest, majoritairement. On n'est plus du tout dans une dynamique où ce sont les villes qui attirent. Ce sont plutôt des logiques régionales. Et je dirais que cette logique régionale, c'est les régions qui ont été le plus tardivement touchées par la modernité.
J'ai perdu. Redites-moi la question. Pouvez-vous imaginer une sortie? Ah oui, la ville, oui, d'accord. Donc, moi, je crois beaucoup à un avenir sur de la micro-urbanité, c'est-à-dire des petites villes. Je sais pas, peut-être Saint-Fargeau, peut-être je ne connais pas trop Charny, c'est ça, Charny, je connais moins. J'ai vu Saint-Fargeau parce que je dormais là. Des petites villes de bord de Loire. Moi, je crois beaucoup à un retour vers de la ville petite et moyenne. J'ai un collègue que vous pourrez inviter, si vous voulez, pour écouter sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Guillaume Faburel. Guillaume Faburel, il est beaucoup plus radical que moi. Alors, il a créé un groupe de réflexion qui est ouvert à des associations comme les vôtres, d'ailleurs. Ce mouvement, il s'appelle Post-Urbain. Elle fait partie du mouvement post-urbain. Ça s'appelle Pour une géographie rurale, écologique, oui, c'est ça, pour une géographie rurale, écologique, post-urbaine. On appelle ça le mouvement du post-urbain. Ce sont des réflexions sur le monde rural un peu du futur. Mais Guillaume Faburel est beaucoup plus radical, il dit qu'on va vers une désurbanisation, c'est-à-dire que si le système capitaliste là s'effondre, le système mondialisé dans son projet mondialiste s'effondre avec une redéfinition d'un monde multipolaire, le système métropolitain risque l'effondrement. Alors lui, il est très radical, il dit un jour, les grandes villes seront nos mines extractives pour récupérer les matériaux dans la société après l'effondrement. Ça sera un peu, il n'y aura plus le roi Merlin, mais on ira désosser les périphéries de... Alors lui, il est dans quelque chose de plus radical que moi, mais bien sûr, il y a des réflexions comme celle-là. En tout cas, moi, il me semble évident que à partir du moment où la modernité, toutes les institutions, toutes les logiques de la modernité, elles vont avoir tendance à s'étioler avec la sortie de la modernité. Par exemple, on peut se poser la question de l'avenir du capitalisme, l'avenir de structures, par exemple l'école de masse, même une refonte sans doute totale de l'université de la science. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont être complètement transformées. Et notre vision, enfin nos réalités scientifiques, je pense que tous les paradigmes scientifiques ça ne monte pas longtemps avant que ça mute radicalement. Notre vision de l'espace-temps, je pense qu'on en reparlera peut-être, mais dans 20 ans, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps, la vision scientifique du monde, etc., de qu'est-ce que la réalité, je pense que ça sera radicalement différent. Il y a eu le temps de pause pour réfléchir et synthétiser aussi. Alors, j'ai 4 questions, il reste 8 minutes. Est-ce qu'on se lance le défi 2 minutes par question? Ah oui. Et puis après, d'ailleurs, question, toi tu restes un petit peu après ou pas? Combien de temps à peu près? Reste déjeuner avec nous, c'est formidable. Du coup, voilà, pour les interactions et tout, spécifiques, les remerciements, les applaudissements, les questions plus spécifiques, les débats, attention et tout, n'hésitez pas, c'est chouette, merci beaucoup. Le monde hypermoderne peut-il tenir avec l'IA et est-ce le début de son autodestruction, d'où l'accélération de toute forme de violence? 2 minutes. Là, ça va être assez vite parce que j'ai pas la réponse. Si j'avais la réponse à tout, non, j'ai pas la réponse, je sais pas où est-ce qu'on peut aller. Mais en tout cas, je pense que tout le monde le voit, il y a une opposition entre des visions de la réalité, de qu'est-ce que l'être humain, qui sont radicalement différentes. Et on pourrait dire que, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Guillemot. Philippe Guillemot, ça s'écrit G-U-I-2-L-E-M-A-N-T. Lui, il dit que, en fait, tout devient plus évident, tout devient plus visible, et donc, en fait, les choses politiquement sont beaucoup plus sur la table. C'est beaucoup moins de l'implicite, et donc là, on va pouvoir reprendre en main une pensée politique du futur. Je vous encourage à écouter Philippe Guillemot, il est beaucoup plus doué que moi pour répondre à cette question-là. C'est un spécialiste de l'espace-temps et de l'IA. Merci. La révolution féministe, dans ses fondements, ne peut-elle pas être un atout vers ce monde conscient? Oui, alors,
pour moi, la société paysanne, c'est l'origine, on va dire, du patriarcat. La société moderne, c'est un patriarcat institutionnalisé. Je ne pense pas que les hommes aient le pouvoir en soi, mais oui, il y a un patriarcat institutionnalisé, ça c'est sûr. Il y a des choses, et puis il y a une dimension... mais je pense que, comment dire, le féminisme fait partie d'un mouvement, mais pour moi, ça va de pair aussi avec les campagnes. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est-à-dire que, où se trouve la marge du système hyper moderne? Donc le système moderne, il est né où? Il est né dans le mental rationnel. D'accord? Donc, il est né dans le mental rationnel. D'hommes, de la très grande bourgeoisie, des grandes villes, de l'Occident. D'accord? Donc, où se trouvent les marges dans lesquelles peuvent germer quelque chose de tout autre? Hein, je vous ai dit au début, ce n'est pas les marchands de bougies qui inventent l'ampoule. Donc, où est-ce qu'on peut inventer l'ampoule électrique dans un monde de marchands de bougies? Eh bien, on va aller voir les dualités opposées. Donc, je vous ai dit, c'est la raison logique. Bien, c'est dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est quoi? C'est le rêve, le jeu et la fête. Donc, le nouveau s'invente dans les imaginaires. C'est des hommes, bon, des femmes. Après, je me fais non plus, il ne faut pas faire trop d'illusions sur le fait que, comment dire, la masculinité, ou en tout cas le masculin intérieur, a atteint beaucoup de femmes. Hein. Et donc, quand je dis le féminin, les femmes, il y a le féminin, et le féminin en tout être. Et le féminin, c'est l'espace méditatif en nous. Des grandes villes vers les espaces ruraux. Je pense que dans les espaces ruraux, on est, par exemple en Puisée, on est assez éloigné de l'épicentre métropolitain dans la façon de vivre et la façon de penser. Donc là, il y a potentiellement du tout autre. Donc des grandes villes, de l'Occident, ah oui, de la grande bourgeoisie. De la grande bourgeoisie, donc moi je pense qu'il y a aussi beaucoup dans les milieux populaires, beaucoup de... Et Emmanuel Todd dit la chose suivante: dans la modernité classique, l'ascension sociale a dépouillé les classes populaires de leurs membres les plus intelligents. Et il a dit que là, en ce moment, comme il n'y a plus d'ascension sociale, il y a un réarmement intellectuel des classes populaires. Et donc, vous voyez, de l'Occident, il y a aussi toutes les autres cultures. Et c'est pour ça que moi, je pense que le monde féministe, bien sûr, il va agir, mais il va agir avec des cultures non occidentales, il va agir avec les espaces ruraux, il va agir avec les classes populaires, il va agir avec le monde de l'imaginaire. Voilà. C'est comme ça que je vois sa place. Après, bien sûr, il a beaucoup à œuvrer. Merci. Ça rejoint du coup une autre question, et du coup je souhaite peut-être j'ai répondu. Comment est-ce que nous, on peut favoriser un changement positif? Je pense que vous faites déjà, en fait, de faire quelque chose de positif. Je pense que l'important, c'est déjà de comprendre où nous en sommes. C'est important de... Enfin, il me semble, moi en tout cas, la modeste mission que j'essaie de me donner, c'est de dire, voilà où on en est, si on se raconte l'histoire. Et quand on se raconte l'histoire et qu'on sait où on en est, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on sait où on est, on sait qui on est, c'est plus facile. Et donc, que faire? Je pense que vous agissez déjà pour le nouveau monde. Après, c'est important de comprendre les associations, parce que pour le moment, il y a des choses, il y a des associations qui ne se font pas. Par exemple, dans les mouvements alters, il y a des mouvements écolos, et puis il y a des mouvements néo-paysans. Et par exemple, sur la question de la place de l'animal, c'est pas facile. Donc il y a plein d'endroits comme ça où il y a encore des petits champs de bataille entre les groupes alternatifs. Mais c'est important de... Il me semble que c'est là où le récit, il est à écrire. Et il me semble que c'est important d'arriver à se construire un récit où on est capable de dire qu'est-ce que la Terre et qu'est-ce que l'homme. Et si on arrive à dire la Terre est une oasis de vie fragile à préserver, et qu'est-ce que l'homme? L'homme là-dedans, il est comme une antenne qui est naturellement reliée à tout ça. C'est tout bête. Mais ça laisse ouvert une capacité d'union et qui laisse ouvert la diversité.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous comprenez que, par exemple, les partis politiques actuels sont des partis politiques qui se sont positionnés dans une vision moderne du monde. On était tous d'accord sur le monde est une usine, le monde est une usine et on est là on est un homme machine. Ça, c'était comme une sorte d'acquis dans un monde très matérialiste. Et donc, eh bien, la gauche, la droite, c'est dans un monde productiviste, est-ce que le fruit du travail va un peu plus aux salariés, un peu plus au capital? Mais c'était dans un monde sur lequel on était d'accord. Pourquoi les partis politiques aujourd'hui sont totalement out, mais complètement, et qui n'intéressent plus personne? C'est parce qu'ils sont toujours dans ce monde-là. Alors que la plupart des gens se disent, non mais leur monde productiviste, là, mais c'est n'importe quoi, voilà. Et donc, il me semble qu'il nous faut trouver une définition du monde et de l'être humain à minima, et après se repositionneront là-dedans des divergences d'idées, avec des gens plus dans l'écologie, d'autres plus ceci, d'autres plus féministes, d'autres plus néo-paysans. Mais il est temps de trouver une union à minima, enfin un dénominateur commun, une vision du monde commune sur laquelle se fonder. Il me semble que c'est là le récit en fait. On a peur de la dystopie, mais il faut créer l'utopie. Vous voyez, plutôt que de craindre la dystopie, il faut rêver l'utopie. Parce que je vous l'ai dit, le rêve est la première échelon de la matérialisation des choses, on va dire oui, de la concrétisation. Donc, voilà, construire l'utopie, en ayant conscience que, bon, au sein de ce monde-là, bien sûr, il y aura des tensions, des gens un petit peu plus par là, un petit peu plus par là, mais disons une représentation du monde. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce qu'on fiche là? Merci. Et la dernière question. Comment modifier notre rapport à l'argent? Là, on pourrait se poser la question de se dire peut-être qu'une révolution extérieure commence par une révolution intérieure. C'est ça, en fait, le secret. C'est-à-dire que, c'est attribué à Einstein, qui dit on ne peut pas régler un problème avec le même état de conscience qu'il a créé. Donc ça veut dire que pour régler les problèmes de la modernité, il nous faut sortir de ces dogmes, de cette vision du monde. Et donc, alors moi je dis que ceux qui sont porteurs de ce nouveau monde, je les appelle les beaux pros. Les beaux pros, vous connaissez le mot bobo, bourgeois bohème. Alors bohème, ça veut dire, les bohèmes, c'est ceux qui remettent en cause un peu la modernité, vous voyez, les hippies. Mais bourgeois bohème, vous voyez que cette remise en cause de la modernité, elle se limite à la question écolo, grosso modo. Parce que socialement, les bourgeois, ils ne vont pas remettre en cause la société bourgeoise. Et en revanche, il y a un auteur de la Beat Generation qui s'appelle Gary Snyder, qui parlait, lui, des bohèmes prolétaires. Et alors, moi j'ai repris le mot beau pro. Pour moi, ceux qui sont les porteurs de cette nouvelle façon de voir le monde, ce sont des trentenaires, parce que les plus jeunes, ils sont encore trop jeunes. Donc les trentenaires qui sont formés, mais qui n'ont plus d'ascenseur social, et puis qui ne rentrent plus qui n'acceptent plus les dogmes de la modernité. On leur dit il faut être mobile, ils n'ont pas forcément envie d'être mobiles, pour gagner plus, eux ils ont envie d'être plus vivants. Vous voyez, moi je dis toujours, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir tout et de se sentir bien? Eh bien, c'est de se sentir vivant. Et pour se sentir vivant, c'est une qualité relationnelle. C'est-à-dire se sentir vivant, c'est être en bonne relation avec soi-même, avec les autres, voire avec les plantes, le monde, les animaux, etc. Donc, voilà, se sentir vivant, travailler. Et je dis toujours, vous savez, les communes, elles veulent toujours être attractives. Ça m'énerve parce que moi, dans ma région, on est à des taux de croissance par migration, genre plus de 2% par an, vous voyez. Et les communes, qu'est-ce qu'elles veulent? Être attractives. Et je dis, rendez-vous compte. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde, peut-être en Chine, l'urbanisation chinoise, mais en France, on est dans les taux d'arrivée de population et ils veulent encore être attractifs. Mais je dis, il faut comprendre la différence entre être séduisant et être séducteur. Plutôt que d'être attractif, soyez vivant.
travailler à la vitalité. Et si vous êtes vivant, vous êtes séduisant. Vous n'avez pas besoin, vous voyez, être séducteur, c'est autre chose. On n'a pas besoin un peu de racoler, c'est pas ça le but. C'est mais soyez vivants en fait. Ils veulent être attractifs, mais ils sont vides, mais ils veulent être attractifs. Enfin, c'est terrible. Donc, travailler la vitalité, la qualité relationnelle, bien sûr, révolution intérieure. Se séparer du capitalisme, bah, c'est renoncer et c'est accepter que je donne. Et je vais faire une dernière petite allusion qui m'a beaucoup intéressée. J'ai lu un jour un livre d'un psychanalyste qui s'appelle David quelque chose. Si ça vous intéresse, il a écrit un bouquin qui s'appelle Psychanalyse du capitalisme. Et il dit, notre société, c'est comme si c'était une crise d'adolescence. Et d'ailleurs, on pourrait dire que l'hypermodernité, c'est le symbole de l'adolescent. Et on pourrait dire que le monde qu'on est en train d'inventer, c'est le monde des adultes. Et l'adolescent est donc ce David Mounier. Il dit, psychanalyse du capitalisme, il dit, finalement, le capitalisme, c'est comme si c'est un adolescent qui refuse l'archétype maternel. Donc l'archétype maternel, il refuse la mère, c'est la générosité absolue, le don. D'accord ? Donc on refuse, on ne veut pas être envahi par la mère, donc on ne veut pas de générosité, de don. Mais il refuse aussi l'archétype paternel, qui est la limite. Et donc, il dit, finalement, l'hypermodernité, ce capitalisme tardif, c'est comme un adolescent qui refuse ça, et donc, tout est payant, et il n'y a pas de limite. Et je pense que faire la révolution intérieure, c'est retrouver de la générosité et retrouver de la limite. Et d'ailleurs, je suis sûre que dans vos associations, il y a par exemple le retour de la gratuité. Il y a des épiceries gratuites pour les gens qui en auraient besoin. Vous voyez ? Comment on peut retrouver la limite, accepter qu'il y a des limites. Tout n'est pas possible. Il y a des limites dans la nature, il y a des limites. Et puis il y a de la générosité. Mais oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de révolution extérieure sans révolution intérieure.